Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'habitat est le symbole concret du système social. L'organisation de l'espace habité n'est pas seulement une commodité technique, c'est au même titre que le langage l'expression symbolique d'un comportement globalement humain. Leroi-Gourhan, le geste et la parole. La mémoire des rythmes, 1965. Les souvenirs de voyage offrent à notre fantaisie la matière la plus plaisante qui soit. Des villes splendides, des monuments. Les places, de beaux paysages repassent devant nos yeux, et nous goûtons à nouveau les plaisirs des lieux sublimes, ou charmants, où nous fûmes autrefois heureux de séjourner. Camillo Cité, L'art de bâtir les villes, 1889. Toute œuvre d'art est l'enfant de son temps et bien souvent, la mère de nos sentiments. Kandinsky, du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier 1910. 1. La Crète, instrument de la vie humaine. La Crète, une situation géographique propice. L'île de Crète, après celle de Chypre, est la plus vaste de la Méditerranée orientale où l'on trouve plus de 1000 îles et îlots grecs. D'ouest en est, elle s'étire sur à peu près 250 km. Du nord au sud, sa largeur est au maximum de 60 km et se réduit à 12 km vers Hierapetra. Sa superficie est d'environ 8000 km². Avec une population actuelle d'environ 600 000 habitants, elle est particulièrement bien située car elle est à peu de distance du continent grec, de la Turquie et de la Libye, sur la côte africaine. La position géographique de la Crète a donc permis à de nombreuses populations extérieures d'y arriver, notamment pour conduire des échanges commerciaux importants. De ce fait, cette île constitue un trait d'union entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Un milieu naturel bénéfique. Depuis l'Antiquité, le milieu naturel de la Crète est une réelle chance pour les populations qui s'y sont installées. Dès l'époque minoenne, d'environ 2800 à 1300 avant Jésus-Christ, des villes imposantes, telles celles de Knossos et Malia, ont été créées. Ces villes ont joué un rôle primordial au nord, non loin du littoral égéen, grâce aux côtes basses offrant des lieux favorables au mouillage des bateaux et la possibilité de créer des ports pour le commerce avec les autres îles de l'Égée. La plupart de ces villes sont en outre en relation avec des plaines fertiles, qui se trouvent soit près du littoral soit à l'intérieur de l'île, comme la Messara. Figure 1, carte de Crète. Ces plaines intérieures ont également constitué une importante implantation humaine en dehors des littoraux, comme c'est le cas pour la ville d'Archanès, en autorisant un développement intense de l'agriculture. D'ouest en est des montagnes élevées, les montagnes blanches, l'Efkaori, au centre Lida, presque 2500 mètres d'altitude, et le Dicté oriental, ont joué un rôle essentiel pour la première vraie société crétoise, la société minoenne. Ces lieux ont en effet contribué à la naissance de divinités majeures, comme Zeus. La mixité sociale. De nombreuses populations distinctes sont arrivées en Crète, depuis les premiers peuplements jusqu'à aujourd'hui. Les premières s'y sont installées dès l'époque néolithique. Ensuite, les Minoens sont arrivés, venus sans doute de l'est de l'Asie mineure. Après, ce sont les Grecs du continent, en premier lieu les Mycéniens puis les Doriens qui vont s'y établir. Les Romains vont par la suite s'y intégrer, comme dans la majeure partie du territoire méditerranéen. Au Moyen Âge, les Byzantins viennent et leur religion, la chrétienté orthodoxe, devient fondamentale pour les habitants crétois, comme pour l'ensemble de la Grèce. À la fin de cette période, les Vénitiens veulent également intégrer la Crète, notamment pour soutenir leur commerce. Des Arabes, les Sarrasins d'Andalousie, provenant du nord de l'Afrique après avoir quitté l'Espagne, s'emparent de la Crète entre deux périodes byzantines. Après, les Vénitiens et surtout des Turcs ottomans vont aussi s'installer sur cette île. Pour ces derniers, par contre, l'intégration sera difficile, malgré un séjour prolongé, avant que la Crète puisse devenir une île grecque au début du XXe siècle. La société crétoise actuelle, comme la plupart des pays européens, est très liée à l'ensemble de toutes ces populations installées pour de nombreux siècles. Elle a connu une telle mixité que son architecture actuelle présente de nombreuses variétés, en particulier dans les grandes villes dirigées par les chefs de ces populations migrantes en Crète. Sur ce fondement,
nous allons regarder les différentes compositions architecturales crétoises, tout habitat étant rattaché à plusieurs données dont la création d'un cadre pour le système social et la mise en ordre de l'univers environnant. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'architecte romain Vitruve fut le premier à définir l'architecture, en expliquant en particulier son utilité et son élégance. En effet, depuis la création des grandes sociétés antiques, l'architecture permet d'exprimer l'ordre des pouvoirs politiques et des conditions sociales et économiques, comme cela peut se voir en Mésopotamie et en Égypte. L'habitat crétois est donc souvent un indicateur, voire un instrument, de la société crétoise, comme le disait le roi Gourand pour l'ensemble des sociétés. 2. La longue évolution sociale crétoise. Les premiers habitants, le cas des Minoens. En EGE accent aigu E, la Crète fut l'un des premiers lieux d'implantation humaine à l'époque néolithique. Les Minoens, nom grec, ont vraisemblablement été originaires du nord-est de l'Anatolie. Ils créèrent la civilisation minoenne, en se mélangeant aussitôt à la population autochtone déjà installée depuis longtemps au néolithique. Cette civilisation, née autour de 2800 avant Jésus-Christ, fut brillante. Elle ne s'éteignit brutalement qu'autour de 1350 avant Jésus-Christ, laissant les Mycéniens, Grecs venant du continent, s'installer sur cette île. Les Minoens provoquèrent un rapide accroissement de la démographie de ce territoire, augmentant même des sites déjà habités au néolithique. Ainsi, dans la plaine de la Messara, au centre de l'île, il y eut un doublement des sites habités. De grands édifices palatiaux vont de plus être créés. Les premiers apparaissent au Minoen moyen vers -2000, selon la division en 3 périodes définies par l'archéologue J. Evans au début du XXe siècle, Minoen ancien I, 2-3, Minoen moyen I, 2-3 et Minoen récent I, 2-3. Ces palais, qui dirigent un territoire divisé en régions, ont stimulé la création de grandes villes comportant des sites cultuels mais aussi des lieux d'artisanat spécialisés et des territoires agricoles. C'est ainsi le cas de Knossos, considérée comme la ville principale de la Crète minoenne. Les échanges commerciaux avec les autres îles de la mer Égée accent aigu E, mais aussi avec les pays d'Orient et d'Afrique comme la Syrie et l'Égypte, impliquent une société imposante. Encore à l'heure actuelle, la civilisation minoenne reste un facteur très important, en particulier pour le tourisme. Certains Crétois modernes ont même parfois voulu ajouter à la façade de leur habitation des décors de style minoen, comme des colonnes par exemple. L'arrivée des Grecs. Vers 1300 avant JC, les Grecs venus du Péloponnèse, les Mycéniens, remplacent les Minoens sur le territoire crétois. Dans un premier temps, ils s'installent dans le centre de la Crète puis s'étendent peu à peu sur l'ensemble de l'île. Les deux cultures minoennes et mycéniennes vont alors s'interpénétrer. À partir de 1100 avant Jésus-Christ, les Doriens arrivent en Grèce du nord-est de la Méditerranée. Désormais des changements politiques vont s'effectuer, et les modes de vie devenir différents. Pendant longtemps, la Grèce antique classique a été la cible de tous les regards, en particulier au niveau de l'architecture. Toutefois, lors de la découverte de la Crète minoenne au début du XXe siècle avec l'archéologue Evans, l'architecture grecque classique n'y a pas été mise en évidence. Cependant, il ne faut pas oublier que les Grecs ont considéré la Crète comme leur racine, notamment religieuse. En effet, les dieux et héros d'origine minoenne sont devenus des références pour la culture grecque. Ce fut le cas par exemple d'Europe, de Zeus et même du roi Minos, dont le grand historien grec Thucydide a évoqué l'existence en Crète à la suite d'Homère. Dans son Odyssée, ce dernier montra l'importance de cette île aux 100 villes pour l'ensemble des Grecs. C'est l'île de Crète où habitent d'innombrables hommes, avec 90 villes. On y trouve différents langages et hommes, Achéens, Kydoniens, Braves et Théocrètes, 3 tribus de Doriens et de divins Pélages. Ils sont dominés par Knossos, la grande ville du roi Minos, celui qui s'entretenait tous les 9 ans avec le grand Zeus. Odyssée 19. Les archéologues ont constaté que ces différentes populations, attachées surtout au commerce effectué avec la Crète depuis l'époque minoenne, ont même parfois installé leur propre culture sur cette île. C'est le cas à Komos, sur le littoral crétois de la mer de Libye, où l'on a découvert une structure cultuelle comportant 3 piliers effilés en pierre, provenant sans doute de la Phénicie, devant dater du IXe ou du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs croyaient aussi qu'un fils du roi d'Athènes, Thésée,
avait pu réussir à tuer le Minotaure au palais de Knossos, monstre mi-homme mi-taureau, grâce à l'aide de la fille du roi Minos, Ariane. Ce fut surtout au 7e siècle avant Jésus-Christ que la Crète fut une des régions les plus vivantes du monde grec. De nombreux temples y furent construits, à Prigna, Gortyne et Drero par exemple. À cette époque, la ville grecque crétoise Lato à l'est de l'île fut considérée comme la plus puissante. De plus, c'est à Gortyne que fut réalisé au 5e siècle avant Jésus-Christ un code de loi écrit dans un dialecte grec dorien réglant le droit civil de la population, dont les successions et les droits familiaux. À partir du 5e siècle avant J.C., la Crète s'éloigna malgré tout des activités de la société grecque classique. Par la suite, comme pour l'ensemble des territoires grecs, les Romains vont arriver et vouloir y établir leurs propres modèles sociaux et en particulier leur architecture. L'installation de l'Empire romain. Vers 67 avant Jésus-Christ, l'empereur Métellus conquiert la Crète et la rattache à la province de la Cyrénaïque, province romaine de l'Afrique du Nord, sur le territoire de la Libye actuelle. Le gouverneur romain s'installe à Gortyne, qui devient la capitale romaine crétoise. Les Romains l'embellissent, ainsi que plusieurs autres villes, en édifiant des temples, des prytanées, des agoras. Cependant, la société grecque est maintenue par exemple au travers de son architecture et de sa langue. Le latin s'implante essentiellement pour l'administration et les colons romains, ceux-ci tendant d'ailleurs à devenir des Grecs. La religion grecque reste également la base de la vie en Crète, même si des divinités étrangères sont introduites dans l'île, comme par exemple celles de l'Égypte et de pays orientaux. Ainsi, à Gortyne, on rencontre désormais le culte d'Isis. Les périodes byzantines. Les Byzantins s'installent en Crète lors du transfert de l'Empire romain vers Byzance, avec la fondation de Constantinople en 330 après Jésus-Christ. Le mot Byzance provient du site antique où cette nouvelle capitale impériale est fondée. Même si l'empereur Constantin crée un nouvel empire, on ne l'appelle alors pas encore byzantin, mais romain. Toutefois, la grande nouveauté est la création d'un empire chrétien avec désormais une langue grecque fondamentale. La Crète devient alors une province byzantine indépendante de l'Empire romain. Cette première période byzantine en Crète connaît une véritable prospérité. Celle-ci est essentiellement, comme pour l'ensemble de l'Empire, fondée sur le commerce et l'artisanat. Les villes se développent, notamment pour le goût du mode de vie urbain des aristocrates byzantins. L'artisanat s'y accroît pour le grand commerce byzantin, passant par des ports comprenant de nombreux embarcadères. La campagne demeure malgré tout essentielle car les populations y vivent le plus, et parce que la terre est une des sources de la richesse byzantine, l'agriculture héritant en quelque sorte de la tradition agronomique romaine. La religion chrétienne orthodoxe se développe aussi avec la construction de nombreuses églises sur le territoire crétois. Certaines sont encore particulièrement célèbres à l'heure actuelle comme l'église de Panagia Kera à Kritsa, non loin d'Agios Nikolaos, comportant des fresques byzantines et proche de Réthymnon, la basilique de Panormos. Dès le milieu du 7e siècle, des Arabes, Sarrasins venus d'Afrique après avoir été obligés de partir d'Espagne, veulent eux aussi s'installer en Crète. Ils finissent par s'emparer d'elle au 9e siècle. Les Byzantins sont alors mis à l'écart. Cette nouvelle conquête se révèle particulièrement à Héraclion, où les Arabes construisent un fort important avec des fossés établis tout autour. En arabe, ces fossés sont appelés Kandak, d'où l'origine du nom de Candie pour cette ville. Dû à l'intégration des Arabes sur ce site, un commerce d'esclaves et de produits collectés par de nombreux pirates contribue à une grande richesse du monde arabe lors de cette période. De plus, de nombreux Crétois sont obligés à se convertir. Cependant, cette perte pour les Byzantins ne dure qu'environ 130 années. Le stratège byzantin Nicéphore Phocas leur permet finalement de reprendre l'île après de nombreuses batailles. Ils détruisent alors les fortifications des cités occupées par les Arabes, dont celle de Candie. De la fin du Xe siècle au début du XIIIe siècle après J.C., la société byzantine joue un grand rôle en Crète. Pour raviver la religion chrétienne après la conquête arabe, les Byzantins réalisent encore plus d'églises et surtout de monastères. Une importante aristocratie créto-byzantine s'établit alors, et lorsque les Vénitiens tentent de s'imposer en Crète, de nombreuses villes crétoises sont mises sous protection grâce à des remparts. Ces villes deviennent en effet un point fort pour les chefs byzantins, dont les archontes, car c'est là qu'ils peuvent se retrancher.
On parle alors de castron, c'est-à-dire de villes fortifiées, surtout dès le XIIIe siècle. À cette période, il y a une forte décroissance des fonctions commerciales, mais les églises resteront très influentes. La domination vénitienne. Au VIe siècle après J.C., Venise n'est encore qu'une modeste colonie byzantine, mais dès le XIIe siècle, elle devient une florissante cité dont la richesse repose sur ses périples pour son commerce. Candie est alors le carrefour des routes commerciales. De là, les marchands vénitiens mettent le cap sur Chypre, la Syrie et surtout Beyrouth, le terminal de la route de la soie. Par Candie, il est aussi possible de rallier Alexandrie, où les Vénitiens embarquent les épices provenant de l'océan Indien. Les marchands, essentiellement des nobles vénitiens, vont ainsi chercher dans les ports de l'Orient des produits très variés comme des épices, des aromates, de la soie, des pierres précieuses, du coton, du sucre. Ils y vendent en plus de nombreux biens venant de l'Occident. C'est le cas de leurs propres produits de luxe. Les verreries et les étoffes, mais aussi les draps flamands, les montres et les horloges de l'Allemagne, les produits alimentaires comme le poisson salé et du métal venant du nord de l'Europe, étain, bronze. Le grand intérêt de la Crète pour les Vénitiens les conduit à s'y installer vraiment, après que les chefs vénitiens de la 4e croisade se sont emparés de Constantinople en 1204. Ils possèdent à cette époque plus d'un tiers de l'Empire byzantin, les îles Ioniennes, une partie du Péloponnèse, le B, plusieurs îles des Cyclades et la Crète. Ceci constitue un immense empire maritime. L'importance des échanges vénitiens en Méditerranée et leur extension vers l'Asie fait alors de la Crète un point d'appui de plus en plus efficace pour l'accroissement du commerce. Dès le XIIIe siècle, les Mongols et les Mamelouks dominent de nombreux territoires orientaux comme pour les Mamelouks du milieu du XIIIe siècle aux premières années du XVIe siècle, les territoires égyptiens, l'Arabie et la Syrie. Cela ne compromet pas cependant le développement de l'immense empire maritime vénitien. En effet, de nombreux traités commerciaux sont conclus entre eux. On peut notamment affirmer que les Mamelouks deviennent des partenaires privilégiés pour les Vénitiens même si, au XIIIe siècle, le pape Jean XXII interdit le commerce avec les musulmans. À la fin du XVe siècle, les échanges commerciaux avec ces Mamelouks représentent encore 45% du commerce vénitien et ils organisent même ensemble des pèlerinages sur des lieux saints. À cette période, les Vénitiens sont nombreux en Crète, qui est administrée de la même façon que la République de Venise. De grands changements furent élaborés, à la fois dans le domaine social et économique. Ainsi, la population crétoise fut constituée de 4 classes, des nobles vénitiens, des nobles crétois, la bourgeoisie et les campagnards. En outre, les Vénitiens s'opposèrent en partie à la religion orthodoxe crétoise. Les richesses des églises furent souvent confisquées par les Vénitiens, d'où de nombreuses révoltes crétoises. Pour l'économie, reposant principalement sur l'agriculture, les Vénitiens firent travailler de nombreux campagnards crétois, réduits au servage. Ces derniers durent participer à la construction et à l'utilisation de moulins à vent, qui permettaient une forte production de farine et de là, une intense commercialisation. Pour ce développement de l'agriculture commerciale, les Vénitiens prirent de nombreux terrains sur l'île, provoquant encore des révoltes. Plusieurs endroits, comme la région montagneuse de Sfakia, ne voulurent jamais accorder le pouvoir aux Vénitiens. Ces révoltes débouchèrent sur un traité qui ouvrit une amélioration de la société crétoise. Sfakia connut ainsi une autonomie locale, et les Vénitiens permirent à la religion orthodoxe de continuer à exister. Certains serfs furent également affranchis. Tout cela contribua à rétablir une assez bonne relation entre les plus riches Crétois et les Vénitiens. De ce fait, des Crétois purent s'intégrer à l'administration vénitienne dès le XVIe siècle. Les paysans, au contraire, décidèrent plutôt de s'écarter de cette société afin d'éviter les pressions et les corvées, et leur situation poussa à la création de grands monastères pour qu'ils puissent s'y réfugier. L'architecture d'origine vénitienne fut en tout cas très importante, notamment dans les principales villes du littoral nord comme la Canée, Réthymnon et Candie, Héraclion. Par ailleurs, en 1453, les Turcs ottomans saisissent Constantinople, qui devient alors l'Istanbul ottomane. Les Vénitiens redoutent ces Ottomans qui possèdent maintenant les ports, les arsenaux et les chantiers navals d'Istanbul. Cela suscite de nombreuses guerres, navales et terrestres, entre les Turcs ottomans et les Vénitiens. À chaque fois, Venise est amputée de ses territoires et elle doit fréquemment renégocier les traités commerciaux.
Au milieu du XVIe siècle, Venise a perdu ses colonies de la mer Égée accent aigu E mais essaie malgré tout de cesser les hostilités avec les Ottomans, principalement pour pouvoir lutter contre la concurrence d'autres pays qui veulent développer leur commerce comme la France, l'Angleterre et la Hollande. Elle n'y parviendra toutefois pas de manière durable. La longue période des Turcs ottomans. C'est en 1538 que les premiers Ottomans arrivent en Crète, avec l'amiral turc Barberousse qui se rend maître de l'ouest et du centre de la Crète. Ils mettent un certain temps avant de s'y installer réellement, puisque Venise souhaite y rester. C'est finalement au milieu du XVIIe siècle que les Turcs ottomans réussissent à conquérir la Crète et font de Candie un territoire déterminant. Confrontés à une nouvelle domination et de très nombreux massacres, des Crétois partent à nouveau et s'installent dans d'autres îles. Beaucoup de ces départs sont de vrais exils collectifs. Même la ville de Sfakia est prise mais elle reste malgré tout en partie autonome car les Turcs n'arrivent pas à maîtriser complètement cette région. Les habitants de Sfakia doivent pourtant payer des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.